La suite des grands lives, bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant. On va ranger l'équipe biathlon pour aujourd'hui de l'autre côté. On va ranger l'équipe biathlon pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 12h10 pour la Mastart Femmes et 14h20 pour la Mastart Hommes à Antols pour la fin de cette étape de Coupe du Monde. Absolument magnifique à Antols. Autre sport olympique, autre grand sport olympique qui va nous passionner dans un instant. L'escrime, on sera à Coubertin avec le Challenge international de Paris. Les meilleurs fleurettistes qui ont rendez-vous dans quelques instants. Les demi-finales avec un Français qui est en lice. À la suite de votre soirée, ce sera le trophée Andros à 20h45. On sera à Serre-Chevalier avec France Piron pour la 5e étape de ce trophée Andros. Et puis à 22h30, votre grande soirée boxe. L'équipe biathlon qui se casse la figure. Les World Boxing Super Series, les quarts de finale avec Jean-Philippe Lussic et Dominique Nato. La lumière qui est en train d'être tamisée à Coubertin. Ça veut dire qu'on peut y aller retrouver Benoît Cosset, Brice Guyard pour ce Challenge international de Paris. Les demi-finales avec un Français qui est encore en course au milieu des meilleurs fleurettistes de la planète. C'est l'événement à Coubertin. Exactement, au milieu des Italiens. Mais notre Français est au milieu de 3 Italiens qualifiés pour les demi-finales et un seul petit Français rescapé. Il y a eu de la casse, notamment en quart de finale. On aura l'occasion d'en reparler. On est ravis d'accueillir Brice Guyard qui était avec nous, notre consultant, pour cet événement, parce qu'on parle bien d'un événement. Alors vous avez connu des titres olympiques, mondiaux bien sûr, mais venir ici à Coubertin, jouer une Coupe du Monde dans ce Challenge international, Brice, c'est toujours un moment particulier quand on est français. Ouais, c'est particulier. Bon, j'ai eu la chance moi de remporter cette épreuve en 2002. Voilà, c'est un truc magique. Et n'importe quel tireur étranger, son souhait dans une carrière, c'est de remporter cette Coupe du Monde ici à Coubertin, devant 3 ou 4 000 personnes. Voilà, c'est un véritable chaudron, on l'entendra tout à l'heure. Et voilà, c'est la plus belle épreuve de Coupe du Monde. C'est celle qu'on a envie de remporter. Après, on peut, bien sûr, le but c'est d'être un jour champion olympique, champion du monde, mais cocher la case CIP ici à Coubertin à Paris. Alors regardez, on va revivre le quart de finale justement de Julien Mertine, parce que c'était pas gagné évidemment, hein. Il y avait d'autres Français que l'on attendait et qui sont sortis. Jérémy Cadot lui aussi a fait un joli parcours, mais Erwan Le Péchou est sorti très tôt ce matin, dès le premier tour. Enzo Lefort également sorti très tôt. Ça nous a fait peur hein, quand on a regardé la casse qu'il y a eu au début ce matin. Ouais, il y a eu un peu de casse. Bon, Erwan Le Péchou n'était pas au top, il est un peu grippé, il a tenu, hein. Il perd quand même contre Benjamin Kleubrink, un Allemand qui a été champion olympique en 2008, quelqu'un de très expérimenté au premier tour. C'était pas un tour évident pour une tête de série comme Erwan Le Péchou. Voilà, Enzo Lefort qui est tombé dans le piège d'un tireur russe qui a été au premier rang mondiaux il y a quelques années aussi. Et puis là, Julien Mertine qui n'est pas une surprise, hein. Julien Mertine, il est sur l'affiche de ce Challenge international de Paris. Il fait partie de l'équipe de France. Hein, il fait partie de l'équipe. Alors on l'attend souvent beaucoup plus en tant que coéquipier, remplaçant, qui à un moment fait la différence sur 1 ou 2 relais. Et là c'est très bien je trouve pour Julien de s'affirmer aussi individuellement, et pour le reste de l'équipe de France c'est important aussi de voir que chacun dans une équipe peut individuellement aller loin dans une compète, monter sur des podiums. Ça va renforcer l'aura de l'équipe de France. Donc, et puis voilà, Julien Mertine qui est une belle escrime aujourd'hui, j'espère qu'il va en profiter. Et puis alors, il faut le dire, vous l'avez dit ici, tout évidemment, les tireurs de la planète, hein, tous ceux qui pratiquent l'escrime et le fleuret rêvent de venir ici remporter un jour ce titre de Challenge international à Paris, parce que l'escrime est un sport français. On parle beaucoup des sports anglais, le foot, le rugby, mais l'escrime c'est français. Donc voilà, la langue officielle c'est le français. Et quand on est à Paris dans ce cadre magnifique, c'est très particulier, mais la vibration, le public qui pousse justement derrière un Français, c'est tellement particulier. Et là, parce que c'est le dénommé A que l'on voit là, le Coréen qui était aux prises avec Julien Mertine en quart de finale, c'est quand même le numéro 9 mondial, c'est quelqu'un d'Aguerri qui avait eu un très beau parcours. Je pense que l'ambiance a compté quand même hein, dans ce quart de finale. Complètement, en fait ça... Bon, d'une part ça transcende quand on met des touches, mais ça oblige aux Français de se concentrer un maximum. En fait il y a comme une espèce de devoir supplémentaire de ne pas décevoir et d'être au rendez-vous, d'être lucide. Au-delà du public, c'est la famille, les amis qui viennent. C'est le seul moment où on tire devant ses proches en fait, ici à Coubertin. Alors on le voit là justement, Julien Mertine, vous voyez, début du quart de finale, il mène 5-2. Tout va bien pour le Français Mertine. Et puis derrière, eh bien, ça va se compliquer un petit peu. Alors en même temps, on a la chance
d'avoir Brice Guyère avec nous. Et on va détailler le fleuret. On rappelle que la zone de touche, elle ne concerne que le tronc et maintenant la bavette, juste sous le casque depuis le 2009. Ouais, en fait, la bavette, ça permet de faire la ligne droite entre les deux épaules. Donc c'est juste une petite partie de la bavette. D'ailleurs, c'est bien illustré par le plastron là, de Julien qui a la bavette justement coloré un petit peu l'endroit de touche. Donc vous voyez, la zone de touche est étroite. Exactement, et on touche avec la pointe. Et on touche avec la pointe au fleuret. Contrairement au sabre. Et donc après, il ne suffit pas de toucher le premier, il faut avoir la priorité. Et comment on gagne la priorité au fleuret? En attaquant au premier. Donc attaquer, ça veut dire aller vers l'avant et puis allonger son bras pour toucher son adversaire. Et pour reprendre la priorité face à une attaque, il faut soit reculer suffisamment pour faire tomber l'attaque dans le vide et repartir, soit effectuer une parade en tapant la lame de son adversaire. Et on a le droit ainsi de riposter. Et finalement, il y a un arbitre, un juge central, qui est là pour dire, dans ce dialogue, parce que c'est un dialogue, qui a le dernier mot, qui a eu la priorité et qui a touché un dernier mot. Je vous décrypterai tout ça, il y a plein de situations possibles. Mais voilà, c'est un échange et un dialogue. Et l'arbitre central donc est essentiel parce que même si les touches sont matérialisées par des lumières, donc une lumière en l'occurrence rouge pour le coréen quand il touche valable et verte quand Julien Mertens touche valable. Quand on touche en surface non valable, c'est une lumière blanche qui s'allume. Et l'arbitre est là pour déterminer qui marque un point. Exactement. Et il le détermine également, vous l'avez dit, sur les priorités. Alors ça va très très vite, c'est difficile à voir. Heureusement, on aura des ralentis pour voir justement s'il y a bien eu parade au préalable avant la riposte. Là, je vous parlais d'une parade riposte, c'est exactement ce que vient d'effectuer Julien Mertens au ralenti. La parade riposte, évidemment, vous allez l'entendre. Et là, à l'inverse, c'est le Coréen 1 qui est venu parer l'attaque de Julien Mertens et il a trouvé une cible en riposte dans le dos entre les deux épaules du Français. Le Français qui, justement, recule un petit peu. Il est en retraite. Et on voit l'attaque très très poussée du Coréen qui est venu toucher dans le bas du ventre le Français. Là, c'est carrément un bond qu'il a fait pour aller le toucher. Ça va très très bien. C'est le typique des Coréens. C'est vraiment une mobilité de jambes incroyable, très rapide et surtout une amplitude de fente vers l'avant exceptionnelle. Donc ça surprend toujours. On met toujours 2 ou 3 touches avant de bien comprendre la distance face au tireur coréen. Alors sur la chaîne d'équipe, on vous fait découvrir évidemment le fleuret à l'occasion de ce challenge international de Paris qui compte pour la Coupe du Monde de fleuret, mais qui est bien plus, qui est une épreuve prestigieuse. On l'a dit, un seul Français rescapé au milieu des Italiens. Et regardez de quelle manière il a pu se qualifier pour ces demi-finales, parce que là, à ce moment où le Coréen revient à 8 partout, eh bien on n'emmène pas large, Brice. On se pose beaucoup de questions. Non, et 8 partout, on est à la moitié du chemin. On rappelle, c'est des matchs en 15 touches en individuel. Mais Julien qui a bien tenu depuis ce matin, il est rigoureux, il fait pas d'erreur, il lâche aucune touche. C'est très agréable à voir, très offensif. Voilà, à l'image de cette action où il est venu toucher, ça a été très vite, mais il a touché le ventre de son adversaire. Voilà, juste le bas du ventre. On a vu la pointe toucher. C'est assez incroyable aussi de voir. Alors on le voit là parce qu'on voit les fentes. Évidemment, ça demande un travail musculaire au niveau des jambes qui est très 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 intense. Mais surtout c'est l'enchaînement. Parce qu'il en est à combien? On a attaqué au 64e. Donc il a enchaîné sur la journée. Il y a une fatigue qui s'installe aussi au cours de la journée. Effectivement, il a commencé son premier match, je pense à 9h30 ou 10h. Et là, il va faire son 5e match. La demi-finale, ce sera son 5e match. Mais après, ce qu'il faut dire, c'est qu'il était là hier. Parce que seuls les têtes de série rentrent dans le tableau de 64. Donc les 16 premiers mondiaux. Julien n'en fait pas partie. Il est à la 40e place. Donc Julien, hier, il s'est tapé, comme on dit, les qualifs. Et c'est un tour de poule avec 6 matchs en 5 touches. Et puis après, 2 matchs de tableau en 15. Donc on y laisse aussi pas mal de force. Alors regardez justement Julien Mertens porté par le public là, de Coubertin à ce moment. Il faut dire que ça a été un quart de finale et ça a été le quart de finale le plus rapide, Brice, parce qu'il y a un temps, alors on l'a dit, c'est en 15 touches, mais à quoi on attribue que ça a été expéditif? Ça veut dire qu'ils ont été très offensifs, le Coréen, le Français. Il y a eu très peu d'observation. Ouais, en fait, on a 3 fois 3 minutes pour mettre les 15 touches et je crois qu'ils ont tout fait dans la première manche. Mais c'est aussi dû à Julien, il est en forme, il sentait des choses, il n'avait pas envie de se faire marcher dessus.
il sentait qu'il fallait au préaller de l'arbitre, il fallait aller sur son adversaire, provoquer quelque chose. Donc à un moment, quand on sent les choses comme ça, ça sert à rien de faire durer le truc. Voilà, 11-9 pour... Et là il allume seul. On voit aussi le Coréen qui tente une action à l'épaule en haut, mais qui glisse et qui n'allume pas. Et là encore, la puissance en attaque du Coréen A qui va très loin en fente. Alors on parlait de l'effort, Benoît, tout à l'heure. C'est proche de Fleuret de l'effort du squash. Rien à voir avec le squash, évidemment, on est sur un autre type de sport, mais sur l'effort, c'est exactement, c'est très très proche. Et on en a fait beaucoup, en tout cas moi, à mon époque, de squash en préparation physique. C'était très complémentaire. Alors on arrive évidemment dans le final de ce quart de finale, et dans quelques minutes on reviendra au direct évidemment avec les demi-finales. On parlera aussi de la casse qu'il y a eu au niveau des cadors, parce qu'on a parlé des Français avec Erwan Le Péchou sorti très tôt ce matin. Mais on a eu aussi un petit souci avec celui qui avait gagné l'an dernier, Alexandre Massirias, qui est sorti tôt. Et puis tout à l'heure on a eu le numéro 1 Timur Safin qui a perdu en quart de finale. Enfin, c'est une hécatombe. Seuls les Italiens s'en sortent en fait aujourd'hui. Ouais, malheureusement c'est souvent comme ça. C'est pas plaisir. C'est souvent comme ça, en tout cas en escrime et au fleuret. Les Italiens, on a l'habitude de les retrouver sur le podium. Là c'est vrai que ça fait un peu beaucoup. Bon, ça va être un match difficile pour Julien Mertin, parce qu'il prend Daniele Garozzo. Et Garozzo, c'est le champion olympique, voilà. C'est le bronze au monde en 2017. C'est un ogre, comme on dit. Ouais, il avait fait deuxième d'ailleurs ici en 2015. Et au-delà de ça, c'est un style de jeu, vous allez voir, très très problématique pour le Français. Julien, il aime bien quand ça bouge, quand il y a de l'échange, de la mobilité sur la piste. Une piste, ça fait 14 mètres, il faut s'en servir. Julien, il aime bien faire des allers-retours. Et Garozzo, l'Italien, il n'est pas du tout dans ce concept-là. Lui, il est des petits pas, je me rapproche de mon adversaire. Et voilà, je le bouffe comme ça psychologiquement, en me rapprochant, en le collant, un peu comme à la boxe finalement, où on viendrait très vite au corps à corps coller son adversaire. C'est très 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 usant psychologiquement et physiquement aussi. Donc on va voir, c'est un vrai défi là pour Julien Mertin ce soir à Coubertin. Et une belle opposition de style. Et puis l'autre demi-finale donc opposera deux Italiens également, avec notamment Alessio Focconi qui est une des stars, il faut bien le dire aussi. Annoncé aujourd'hui. On va vivre donc la dernière touche pour Julien Mertin. Il en est plus qu'à une touche. C'est toujours la plus difficile à obtenir, la 15e. Et là, Julien Mertin ne va pas trembler. Il va la chercher très rapidement, cette 15e touche. Il ne va pas laisser d'espoir aux Coréens. Il s'impose en patron, parce qu'on parle de l'effort physique, mais il y a évidemment une dimension psychologique très importante dans un sport de combat comme le fleuret dans l'escrime. Oui, et Benoît, vous avez bien raison de souligner la 15e. C'est la plus dure, parce que quand on arrive à 14, on se dit bon, c'est bon, j'ai fait le travail, il n'en reste plus qu'une. Mais ouais, effectivement, c'est la plus dure à faire. Souvent, il y a un relâchement psychologique à ce moment-là, et c'est là qu'on voit des renversements de situation. Donc c'est vraiment important. En tout cas, en France, on sait, chez les Français, c'est vraiment quelque chose qu'on doit veiller dessus, on doit le corriger. On a tendance à se dire j'ai fait le plus dur. Et voilà, et ça nous a joué déjà des tours aux Jeux Olympiques, sur des moments très importants, sur des 14 partout. Finalement de perdre à ce moment-là. Donc il faut les travailler, ces situations tendues à 14, pour faire la différence tout de suite dès qu'on a l'occasion. Julien Mertin qui partage avec les siens évidemment ce grand moment de joie, et avec le clan français, c'est le dernier français, le carré. On le retrouve dans quelques instants en demi-finale en direct ici à Coubertin. Vous le voyez, on a tamisé un petit peu l'atmosphère. Voici le tableau des demi-finales. Avola Focconi, duel italien, avec Alessio Focconi peut-être favori sur cette demi-finale, Brice. C'est en tout cas l'Italien le plus en forme et le plus régulier. Après, on sait, voilà, sur un match d'une même nation, on ne sait jamais, ils se connaissent par cœur, ils s'entraînent ensemble. Donc, Daniele Garozzo, on l'a dit, c'est l'ogre. Daniele Garozzo, il est opposé à notre Français Julien Mertin. Julien Mertin est-il capable encore de renverser une montagne? Est-ce que le contexte coubertin peut troubler Garozzo? Moi, j'y crois. Alors, on y croit aussi, et on va le voir dans quelques instants, et puis on enchaînera évidemment avec la finale. J'aimerais savoir, Brice, parce que là évidemment la pression monte ici, vous le voyez, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Julien Mertin? On l'a vu terminer son quart de finale il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'il fait là avant la demi-finale?
Là, je pense que dans le vestiaire, quand je suis passé tout à l'heure, il aère bien ses affaires, il respire, il change de t-shirt. Il fait quelques soins peut-être de kiné, mais vraiment très léger. Ça sert à rien de faire des gros soins. C'est plus se détendre. Et puis, c'est auprès d'un des coachs, un des entraîneurs nationaux, prendre quelques repères très simples finalement sur l'adversaire qu'on va affronter. Donc c'est 2-3 repères, pas plus. On ne rentre pas dans des grandes explications techniques, tactiques. C'est juste se rappeler les éléments importants à avoir en tête avant de commencer la rencontre. Voilà. Mais je sais que pour Julien c'est un vrai défi ce type d'escrime. Donc ce serait bien qu'il puisse craquer finalement le sujet ce soir ici devant tout Coubertin. Ouais. Alors voici la présentation avec, et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que vous pouvez participer et encourager Julien Mertine, nous poser des questions à Bresguière également si vous en avez sur le fleuret sur l'escrime avec le hashtag l'équipe escrime, bien sûr. L'équipe escrime, vous vous exprimez. L'entrée des stars dans un instant sur la chaîne équipe. Brice, on rappelle aussi, c'est l'occasion parce qu'on voit les jeunes qu'il y a des clubs d'escrime un peu partout. Vous pouvez allez vous frotter à un art puisqu'il s'agit d'un art. Voici Giorgio Avola, une des surprises. Giorgio Avola qui arrive, l'Italien, parce qu'il a sorti tout à l'heure en quart de finale Timur Safin, le numéro 1 mondial, le bronze de Rio, bronze au monde. Et bien Timur Safin faisait partie des grands favoris aujourd'hui. Patatras, il vient de tomber en quart de finale face à cet Italien Giorgio Avola, et en plus assez largement. Attention, un autre Italien, ils se connaissent bien, c'est Alessio Focconi, on l'a dit, 28 ans, qui arrive, qui vous l'aviez vu d'ailleurs déjà je crois sur la chaîne équipe lors des Jeux Européens de Bakou en 2015 qu'il avait remporté. Et oui, il n'a jamais gagné en grand championnat à part Bakou, mais voilà, c'est quelqu'un qui tourne très bien en Coupe du Monde, qui est toujours sur les podiums, mais pour l'instant dans les grands championnats il n'y a pas une médaille, mais gros potentiel pour 2020 pour les Jeux de Tokyo. Voici Daniele Garozzo qui sera opposé à Julien Mertine, on l'a dit, champion olympique. Et lui il n'a pas attendu, hein. À 23 ans il a été champion olympique. Et il enchaîne un champion d'Europe en titre, on l'a dit, et médaille de bronze aux mondiaux en 2017. Il a déjà gagné ici à Paris. Attention, on va vous laisser le vivre. Écoutez, écoutez. Allez Julien, ouais, c'est l'outsider de cette compétition. Vous avez vu au classement mondial, il est 41. Il crée la surprise aujourd'hui. Il revient de loin. Ça faisait un moment qu'il n'était pas venu dans le carré final. C'est le bon moment là. Un Français parmi 3 Italiens. Alors qu'on voit le corps arbitral arriver pour ces demi-finales. Portugal, Allemagne, Égypte et Russie représentés. Les Russes n'ont pas de représentants pour... c'est une des surprises quand même pour ces demi-finales. Évidemment, qui ont été trustés par les Italiens. On a perdu aussi les Américains. Race Imboden, qui, le mannequin américain, lui aussi s'est fait sortir. Ouais, Race Imboden, en plus, qui a gagné à 2 reprises ici, en 2015 et 2016. Donc un habitué de la compétition et qui s'est arrêté en quart sur Daniele Garozzo. Allez, on va retourner tranquillement au vestiaire. Et voici le tableau des quarts de finale. Tiens, vous apercevez justement des huitièmes de finale et des 16e. On voit Erwan Auclin qui avait fait un beau parcours également, et Jérémy Cadeau, le pauvre Jérémy Cadeau aussi qui est sorti trop tôt. Il est sorti lui face à Giorgio Avola. Voilà, on a vu le parcours. Giorgio Avola, il a fait des dégâts. Alessio Focconi, lui, il a sorti Erwan Auclin. Adam Mathieu également. Et Richard Cruz, le Britannique, tout à l'heure en quart de finale. Richard Cruz, numéro 3 mondial, qui est tombé donc face à Focconi. Là, il y avait un très 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 beau duel. Focconi et Cruz. Ouais, tout ça, c'est des garçons qui ont l'habitude de se retrouver en quart de finale, demi-finale des Coupes du Monde. C'est rare d'avoir un tireur à la 40e place comme Julien Mertine qui vient s'immiscer pour la bagarre finale. Alors franchement, je salue aussi le savoir-faire des organisateurs ici à Coubertin, parce que cette atmosphère est magnifique. La présentation, vous l'avez vu, des
demi-finalistes superbes. Et là, on les a plongés dans le noir avec cette piste juste au milieu d'un Coubertin illuminé. Maintenant, Brice, un petit mot quand même sur le fait que ce soit 2 Italiens face à face. Obligatoirement, ça brouille les cartes. Non, on se connaît par cœur. Quand on est de la même nation, de la même équipe, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Ils s'entraînent ensemble. Ça va avoir tendance à fermer un peu le jeu au départ. On va voir. Après, il suffit qu'il y en ait un qui prenne un peu d'avance pour que l'autre se lâche un peu plus. Allez, c'est parti. Mais en tout cas, ça va être un jeu très proche les uns des autres. Ah voilà, Focconi. Beaucoup de prise de fer, vous allez voir. Donc quand je dis prise de fer, c'est on vient taper la lame de son adversaire. Allez, un petit rappel des règles. Allez-y, le petit rappel des règles par Brice Guyard. Donc pour l'ouverture de ces demi-finales et puis derrière l'autre demi-finale avec Julien Mertine, bien entendu notre Français. Allez-y, Brice. Allez, on est au fleuret. On touche avec la pointe et la surface valable. C'est le tronc. Le tronc, c'est matérialisé par la cuirasse un peu métallisée que vous voyez. Donc on peut toucher le ventre, les épaules, le dos et une partie de la bavette du masque, la partie inférieure. On ne touche pas les bras, les jambes, ni à la tête. Alors on peut les toucher, mais oui, dans ce cas-là, ça ne compte pas, ça allume une lampe blanche, c'est-à-dire non valable. Donc on ne marque pas de point. En revanche, quand une lampe de couleur, et en l'occurrence quand c'est Avola, l'italien à droite, qui touche, c'est la lampe verte qui s'allume. Et si c'est Focconi, ce sera la rouge. Et ensuite, l'arbitre est là pour déterminer qui marque le point, qui a la priorité. Et pour avoir la priorité au fleuret, il faut lancer une attaque, c'est-à-dire aller vers l'avant, allonger son bras. Et pour pouvoir se défendre et reprendre la priorité, il faut soit faire tomber dans le vide cette attaque, soit parer l'attaque en tapant la lame de l'adversaire pour ensuite, à son tour, pouvoir riposter en attaquant. Voilà. On vous les détaillera au fur et à mesure. Pour être complet, sachez qu'un fleuret mesurant en moyenne 1m10, c'est 90 cm pour la lame et ça pèse 500 grammes. C'est une arme légère. C'est l'arme d'étude, c'est l'arme reine de cette discipline. D'ailleurs, on parlait du tronc seulement qui est valable parce que il a été le fleuret mis en place au XVIIe siècle où il n'y avait pas de protection à la tête. Ouais, c'était une arme d'étude. C'est vrai que la première arme de combat en escrime, c'est l'épée. Parce que l'épée, l'arme de pointe, on peut toucher partout. Et l'idée, c'était qu'au premier sang versé, on s'arrêtait. Et on s'entraînait au fleuret pour progresser à l'épée. Donc c'est finalement, le fleuret, c'est une arme d'étude et une arme sportive avant tout. Mais c'est la plus complète. Allez, de partout entre les 2 Italiens, vous l'aviez dit, c'est un petit peu fermé pour l'instant. Voilà, Focconi, le favori, c'est Alessio Focconi. Giorgio Avola est une des surprises, mais voilà, il a sorti le numéro 1 mondial tout à l'heure. Il doit se sentir bien ici à Paris. Il est peut-être capable de renverser Focconi. Voilà, quand je dis c'est pas le favori, il est numéro 10 mondial. Focconi est numéro 5. Évidemment, la vraie surprise, c'est Julien Mertine, notre Français numéro 41. Allez, vous allez avoir beaucoup d'échanges très très proches. On ne s'engage pas vraiment. Il y a peu de première intention, c'est-à-dire que les attaques qui sont portées ne sont pas faites tout de suite pour aller toucher, mais plus pour déclencher un geste chez son adversaire et en profiter pour le contrer. Alors là, il vient de me donner tort, Giorgio Avola, avec une belle attaque. Vous allez voir lancée en cible haute à l'épaule, en utilisant ce qu'on appelle un coup lancé. On utilise la flexion de la lame pour venir déposer la pointe supportée par un ressort, ce qu'on appelle la tête de pointe, sur l'épaule de son adversaire. Allez, l'attaque là de l'Italien Focconi à gauche. C'est lui qui progresse et il arrive à ajuster sa pointe sur la cible de l'adversaire. 4-3 pour l'instant pour Focconi. Autant dire qu'aucun écart n'a été fait pour l'instant. C'est ultra serré entre les 2 Italiens. Il y a une place en finale dans l'épreuve la plus prestigieuse, on va dire. Et voilà, le retour à 4 partout. On se rend vraiment coup pour coup. Et encore une attaque en cible haute. Ça va finir au-dessus. C'est venu glisser le long de la cuirasse. Sur le A de Italia derrière. Quel beau sport quand même. Et c'est plus qu'un sport, on l'a dit, c'est aussi un art. Brice, il faut donner toute la dimension à l'escrime. Et inciter peut-être les jeunes qui nous regardent aussi à aller pousser les portes
Bah, Vous qui aimez parfois les sabres laser, eh bien, il y a aussi les fleurets maintenant. clairement. Et puis Ils ne sont pas. en plus, les jeunes, on les accueille dès l'âge de 5 ans dans les clubs. Forcément un club dans votre ville. Et même au-delà des jeunes, je dirais que c'est un sport aussi qui touche aussi beaucoup les adultes loisirs. Et j'ai beaucoup d'amis moi qui ont toujours souhaité découvrir l'escrime, qui me demandent mais c'est trop tard maintenant. Et pas du tout. Et dans les clubs, il y a des bons groupes d'adultes loisirs, voilà, entre 30 et 50 ans qui se forment. Et très sympa aussi à vivre. Et vous l'avez dit, on sort rincé comme après avoir fait un squash. Donc allez-y, si vous voulez vous dépenser, vous êtes les bienvenus. Et ça c'est l'effet aussi du masque, ça demande d'un seul coup, ça met une pression supplémentaire, ça demande beaucoup de concentration et on s'épuise pas mal dans les déplacements. Alors bon là le style italien est un peu plus statique, il y a moins de mobilité qu'entre les autres tireurs, mais bon il y a une piste qui fait quand même 14 mètres de long, donc ça fait faire au bout d'une journée quelques kilomètres. Les flexions, le petit break fait par Giorgio Avola qui a 2 touches d'avance seulement, mais c'est une petite avance pour Avola, italien. Il faut aller en 15 touches, en 3 manches de 3 minutes. Alors il y a aussi une pression, parce que là j'ai vu Focconi toucher, mais il n'y avait certainement pas assez de pression pour déclencher le voyant lumineux. Alors là, elle est en pleine paillasse, comme on dit, celle-là. Vous allez voir en plein milieu du ventre. Voilà. Magnifique. Il a bien feinté l'adversaire avec sa pointe en l'air. Il s'est redescendu sur la cible. Il va recommencer. Voilà. Oh, joli, superbe. Il a vraiment pris l'ascendant là, Focconi, pour revenir à égalité, 6 partout. Giorgio Avola qui subit un peu plus. Il a l'air un peu cramé physiquement. Là, Giorgio Avola, je le vois un petit peu boitiller. Fin de compétition difficile. On l'a vu, il a essayé de partir en attaque et il est parti même un peu trop vite en fait. Il n'a pas contrôlé suffisamment ses déplacements et ses jambes. Grimacé aussi un petit peu en effet. Parce qu'attention, il y a aussi des traumatismes quand même. On a vu des chevilles tournées, on a vu des corps un peu meurtris au cours de cette journée à Coubertin. Et du coup, Alessio Focconi, il était mené 6-4. Il vient de faire 4 touches d'affilée pour mener 8-6. Il a vraiment pris l'ascendant là maintenant sur son compatriote et adversaire de ces demi-finales. Pour ceux qui viendraient de nous rejoindre, je vous rappelle que Julien Mertin, c'est dans quelques instants pour notre demi-finale. Face, attention, à Caruso. Allez, 1 minute là de pause. De pause. La première manche, donc, on l'a dit, c'est 3 minutes au départ. Petite pause et après on va enchaîner. L'occasion pour moi de vous rappeler quand même qu'ici on a accueilli 254 tireurs présents au départ. Là vous allez voir les 4 meilleurs, mais il y en avait 254 sur la ligne de départ. 47 nations, parce que l'escrime évidemment c'est un sport olympique et qui est pratiqué partout à travers le monde, et nous avions 24 Français engagés. Il n'en reste plus qu'un. Julien Mertin, 41e mondial, champion du monde quand même par équipe en 2014 avec notre équipe de France, Brice. Voilà, c'est aussi des spécialités, le par équipe chez les Français, qui fonctionne très bien et qui permet à des Mertin, à d'autres d'aller chercher des médailles dans des grands championnats. Oui, complètement. Le relais à l'italienne, après l'épreuve individuelle, c'est aussi toujours un grand défi, parce que évidemment on vise une médaille, que ce soit au championnat du monde ou aux Jeux Olympiques en individuel, et pour autant on n'en a pas forcément. Il faut tout de suite se remobiliser 2 jours après, converger finalement par équipe avec ses adversaires qui deviennent des coéquipiers désormais. Donc c'est un sport très particulier, l'escrime, parce qu'avant tout individuel, mais avec une part sympa à partager par équipe. Et d'ailleurs, si ça, voilà, n'hésitez pas, demain Coubertin sera encore ouvert, puisque la Coupe du Monde continue demain par équipe et les Français seront bien présents. Alors Giorgio Avola était aux soins à l'étirement. Est-ce que ça lui a fait du bien cette petite pause, lui qui il est encore en train de subir la riposte. Et là c'est l'attaque de Focconi. En fait on a vu Avola essayer de contrer l'attaque en allongeant son bras, mais c'est Focconi qui allait vers l'avant. Et il a la priorité du coup, c'est lui qui a engagé le premier déplacement vers l'avant. Alors Brice, c'est quand même flagrant depuis un moment. Tout se passe dans la moitié de piste d'Avola qui est en retraite perpétuelle, qui recule. C'est Focconi qui marche sur son adversaire pour l'instant. Mais attention, ça peut surgir. Voilà. Voilà. C'est un malin le Giorgio Avola.
L'Italien est malin. Non, mais il fait je suis diminué, je suis un peu blessé, j'ai mal. Et vous inquiétez pas, ça peut quand même surgir. Hein. Allez, 9-7. Deux touches d'écart, autant dire que rien n'est joué dans cette demi-finale. Allez, l'attaque non valable à l'avant-bras. Surface non valable, pas de point. Quelle vitesse. L'intensité. À chaque fois que les deux fleurets et un touche, il y a cette dimension physique dont vous me parliez, Brice, qui fait qu'on sent l'énergie aussi de l'adversaire à travers le fleuret. Ah ouais, tout le contact, on est en contact indirect, mais en fait dès que les lames se touchent, c'est là où on sent finalement voilà, on sent ce qui se passe au travers du fleuret et ça laisse place à du combat. Hein. Ça reste un sport de combat. Ça l'est d'autant plus quand les tireurs sont proches et au corps à corps. Et Giorgio, il est toujours là. Hein, Giorgio qui, du coup, s'est refait une santé. Parce que là, on le voit, il était mourant il y a quelques instants. Et il revient. Alors, toujours deux touches quand même d'avance pour Alessio Focconi. Mais on le voit beaucoup plus agressif, là, Giorgio Avola, qui avait tendance à subir tout à l'heure. Et l'arbitre central, Miguel Machado, le Portugais, qui a été vérifié à la vidéo si la touche de Giorgio Avola était portée, alors qu'il était encore sur la piste. Et c'est le cas. Et là, c'est l'attaque d'Avola qui a priori est parée. C'était très fin, mais il y a eu un petit contact de fer par Focconi qui reprend la priorité, qui a le droit de riposter. Avola, pas d'accord. Il a le droit de demander le joker vidéo. Vous n'êtes pas comme au football, vous, hein, en escrime. L'évolution technique, justement, a plutôt aidé votre sport. Et vous l'avez fait progresser, d'ailleurs, en votre sport, grâce aux améliorations techniques. Oui, après on a eu un petit temps d'adaptation parce qu'au départ quand on demandait la vidéo, tout était fait au ralenti. Et le truc, c'est que le ralenti ça montre et ça pointe les défauts d'exécution, mais on perd un peu l'intention. Donc maintenant il y a une obligation de revoir l'action en vitesse réelle et au ralenti. Donc c'est jamais c'est jamais si simple de se dire on met la vidéo dans un sport. Ça demande quand même quelques mois voire années d'adaptation pour ajuster. 12-10, Focconi toujours deux touches d'avance. Avola n'a pas dit son dernier mot, mais maintenant on va rentrer évidemment dans un moment important dans cette demi-finale. Alors je regardais en préparant justement ce tournoi international qu'il y avait des modes de garde à la russe et à l'italienne, Brice. Il y a une vraie école italienne sur la garde. Ouais, complètement. Plutôt, c'est une garde de tierce, ça vous dira rien, mais c'est une main plutôt vers le ciel, la pointe vers le ciel. Et puis une particularité avec des lames un peu plus souples pour aller chercher des cibles, soit dans le dos, soit en dessous. Mais voilà, plus des cibles plus exotiques, moins évidentes. En France, on tire plutôt avec des lames très rigides pour faciliter la conduite de pointe, on va dire. Les Italiens, eux, ils préfèrent une pointe en l'air et qui peut retomber sur l'adversaire en haut ou en bas. Ils sont plus fantasques. Mais plus joueurs, hein, ça se sent dans leur escrime. Hein, ils n'ont pas peur d'aller proche de l'adversaire, de se mettre finalement en difficulté, de se mettre à risque. Mais ils savent aussi qu'en faisant ça, ils ont plus de chances de toucher eux-mêmes. Alors attention, 14-10. 14-10, une touche de la finale pour Focconi. Et c'est fait. Alessio Focconi sera en finale, on l'avait dit. Il était certainement favori au début de cette demi-finale. Le numéro 5 mondial de 28 ans. Lui, il a certainement un gros coup à jouer aujourd'hui. Peut-être gagner ici. En tout cas, il est plus. Maintenant, il est tout proche, il est en finale. Il peut réaliser peut-être un des gros coups de sa carrière. Focconi qui cherche une grande victoire référence. Eh bien, c'est peut-être aujourd'hui, dans quelques minutes pour lui. Il sera face à qui? Alors, soit face à notre Français, Julien Mertine, soit face à un autre Italien, Daniele Caruso, le numéro 1 des Italiens. Voici quelques ralentis, Brice. Ouais, une belle action en attaque d'Avola. Et là, un échange de parade riposte sur l'épaule en coup lancé. C'est Focconi qui avait mis cette dernière touche. Allez, vous restez avec nous sur la chaîne L'équipe dans quelques instants. L'autre demi-finale, on vous l'a dit, entre Julien Mertine donc et Daniele Caruso, le champion olympique Caruso face aux Français. Mais alors là, vous allez entendre un Coubertin qui va vibrer.
Il va y avoir beaucoup d'émotions, de soutien du public. Mertens peut réaliser un véritable exploit, parce qu'il faudra parler d'exploit pour le 41e mondial s'il arrive à renverser le champion olympique et nous éviter s'il vous plaît une finale 100% italienne. Allez, à tout de suite, petite pause. Brice Guyart reste avec nous, il est chaud. L'entrée de Mertens dans un instant dans Coubertin. De retour sur la chaîne L'équipe, de retour pour le challenge international de Paris sur la chaîne L'équipe, la Coupe du Monde, Fleuret et messieurs. C'est le rendez-vous, c'est l'épreuve reine, on l'a dit, de la Coupe du Monde, donc ce challenge international que tous les fleurettistes rêvent un jour de remporter. Brice Guyart était avec nous, le champion olympique, champion du monde, donc retraité maintenant. Brice, quand même, hein, il faut le dire. Est-ce que ça vous démangerait pas, non, là, de vivre l'émotion que va vivre dans un instant notre Français Julien Mertens, qui va entrer ici pour sa demi-finale? Alors, en fait, d'être au contact du haut niveau, ça démange. Après, je sais que voilà, moi j'ai arrêté après les Jeux de Londres en 2012, donc c'est compliqué. Pour arriver à ce niveau-là, l'effort à fournir tous les jours. Donc oui, ça me dérange, mais quand je pense à tout ce que j'ai fait comme sacrifice. Mais ce qui démange, c'est d'accompagner d'accompagner le haut niveau, la victoire, la performance. Ça, c'est toujours intéressant d'être contributeur de cette performance. Julien Mertens, face à lui, il y a Daniele Garozzo. Daniele Garozzo, c'est tout simplement le champion olympique. La médaille de bronze au championnat du monde 2017. Il est champion d'Europe en titre. C'est un ogre. C'est un ogre dans l'escrime mondial. Il est actuellement numéro 4 mondial. Il a fini déjà deuxième ici en 2015. Alors peut-être que c'était habitué des places d'honneur. Et Garozzo, il est numéro 4 mondial parce qu'il a raté son début de saison. Et quand je dis raté, c'est parce qu'il était absent et qu'il était malade. Donc il a perdu des points au classement. Mais logiquement, il devrait être numéro 1 mondial. Voilà, donc c'est tout simplement le tireur le plus fort. Et ce depuis Rio en 2016. C'est incroyable pour Julien Mertens, lui qui n'est que 41 mondial. Regardez son parcours, il a battu Maxime Potti, puis les deux Américains, notamment Jeffrey Tourette, où ça a été très très dur. Et puis le Coréen, tout à l'heure, on a revu son quart de finale, où il s'est imposé à 15-10 du côté de Daniele Garozzo. Formalité, il a marché sur tout le monde, et même sur Reis Imboden, l'Américain, lors d'un superbe quart de finale. Autant vous dire que Julien Mertens n'est pas obligatoirement favori. Loin de là, c'est un vrai challenger, un vrai outsider. Dans un dernier carré qui nous proposait 3 Italiens, parmi le top 10 mondial, hein, les Italiens, face à un Français. Numéro 41 mondial, les autres Français, Jérémy Cadot notamment, sont sortis. Enzo Lefort, Erwan Lepéchou. Allez, il reste que notre juge national, Julien Mertens. Allez, c'est parti, il va falloir bien débuter. Rester vraiment dans le match. Coller et essayer de faire douter, si c'est possible, Garozzo à un moment donné, avec une ambiance qui sera... Et voilà, c'est bon ça. Il faut qu'il y ait cette ambiance qui porte Julien Mertens et qui trouble un petit peu Garozzo, ça peut. Alors attention, parce que c'est Garozzo qui avait la priorité, il n'a pas allumé, mais c'est bien, c'est opportuniste de la part de Julien. Et attention, la riposte là de l'Italien qui touche. Ouais, avec un... Et vous allez... le public qui gronde déjà. Et ça va gronder, mais là c'était juste la riposte. Et vous allez voir le rythme de l'Italien, un rythme vraiment difficile parce que ça paraît pas comme ça, c'est lent, mais il est sur vous, il est tout le temps sur vous au contact. Et là c'est Julien Mertens. C'est bon pour Julien. C'est Julien qui met la parade riposte. C'est marrant ce mimétisme. Regardez, ils font exactement la même chose, sauf qu'il y en a un qui avait pris le fer. Il avait la parade, il avait le droit de riposter et c'était Julien Mertens. Il est bien dans sa journée. Et s'il passe une belle journée, Julien Mertens. Alors est-ce qu'il est capable là de créer un exploit monumental, on le dit, de partout. En tout cas, l'entame est bonne. Et le public joue son rôle. Vraiment, Daniele Garozzo est grondé, sifflé à chaque touche.
Ouais. Et Mertine qui enchaîne. Ça, c'est l'escrime française, Benoît. 2 pointes, conduite de pointe, on en parlait tout à l'heure. Regardez, il met la pointe, il va mettre la pointe dedans, il va dérober les parades de son adversaire pour toucher. Garroso l'attend un petit peu, Mertine avance. Et Mertine a touché. Attention tout de même. Hein. Attention à la riposte de l'Italien, ça va arriver vite. Oui. Oh là 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 là, quelle intensité! Quelle intensité! Il va falloir réavancer sur l'Italien. Là, il n'a pas touché la bonne zone, l'Italien. On rappelle, hein, seul le tronc compte. Un petit peu le bas du masque, la bavette. Voilà, il est acculé. C'est ça dont je vous parlais. C'est ça dont je vous parlais. C'est ce pressing italien. C'est horrible. À vivre, on sent un bulldozer qui nous arrive dessus. Et là, il y avait un orteil de Julien Mertine sur la ligne de fond de piste. S'il avait dépassé cette ligne, il était automatiquement touché. Bon, de toute façon, l'attaque de Garrozo est valable. Il faut mieux que ça soit comme ça. On a vu en tout cas Julien qui ne lâche rien, même là, dans une situation quasiment désespérée. Il s'est battu jusqu'au bout. Il a tenté une riposte. Il est obligé de reculer encore, Julien. Et pour la première fois, Daniele Garroso prend l'avantage dans cette demi-finale. 4-3. Allez, et Garroso surtout avance de plus en plus. Julien, là, il ne peut pas se permettre ça. Il ne faut pas reculer, c'est interdit. Il faut faire le jeu au pré-aller, il faut s'imposer au milieu, il faut aller faire des choses. Il ne faut pas hésiter, on l'a vu hésiter. Ça touche trop vite le break pour Daniele Garroso. C'est un rouleau compresseur, il avance quoi qu'il arrive. L'Italien, il a la main devant et il va au carton, à la bataille. Allez, Julien provoque quelque chose, te laisse pas faire. Voilà, ça c'est pas mal. C'est bon. Et ça touche. C'est validé. Espérons. Ça touche pour Julien Mertine qui... Oh oui, c'est propre. Il va y avoir un arbitrage vidéo demandé par le clan italien. Savoir s'il avait la priorité ou pas. Hein, en fait, c'est de savoir si Julien Mertine exécute son attaque correctement, s'il ne s'est pas arrêté. Il y a eu un tout petit temps de blocage sur la marche de Julien. Est-ce que l'arbitre estime que du coup ça met fin à son attaque ou pas? Bon, moi j'ai tendance à dire que Julien a avancé et déclenche bien son bras. Oui, franchement, il n'y a pas de temps. Voilà, mais au ralenti, on s'en rend pas forcément bien compte. Mais alors, quelle sera la décision? Eh bien, a priori, pour l'instant, pas de points distribués. Allez, c'est confirmé, c'est bien. C'est bon. Non, 5-3, on reste là. Ça va faire 5-4, c'est bon. Ouf. Allez, il en faut d'autres pour profiter de cette ambiance à domicile à Coubertin. Allez, Julien, subis pas là. Voilà, attention. Attention. Voilà. C'est non valable, c'est l'Italien qui est en phase d'attaque, qui avance. Ouais. Il avait le droit de finir son attaque, l'Italien, il finit non valable, heureusement. Allez, reprend. Il lui donne... Voilà. Oui, Julien Mertine qui égalise, qui revient à 5 partout. Oui, il nous a fait peur. Encore, il est allé au fond de piste. Mais il est allé toucher cet Italien Garroso, le champion olympique. C'est trop gentil ça. À ce niveau-là, Julien Mertine, là, c'est trop gentil. Il faut plus d'impact, plus d'intensité. En fait, Julien, il a essayé de faire tomber l'attaque de son adversaire dans le vide, mais il ne s'est jamais arrêté, l'Italien. Allez, on y va là. On se lance. Faut finir. Aïe, la riposte italienne. Un mur en défense, Garrozo là. Un mur. Il a été trouvé une parade et ensuite il a le temps d'ajuster une riposte. Je ne peux pas m'empêcher quand je vois Julien Mertine qui a été facile, qui semblait sûr de lui là, mais quand on est en train de tirer face à Garrozo, Brice, il y a obligatoirement l'impact psychologique qui joue pour Julien Mertine, qui sait qu'en face de lui, voilà, il y a le meilleur du monde aussi. Hein, et qui a un petit peu cette appréhension. Et puis il n'y a aucun temps de répit en fait. Il faut, avant d'être en garde, avant le aller de l'arbitre, il faut avoir pris des décisions dans la tête de Julien, parce que sinon ça arrive vite en fait en face. Il est sur vous, le Garrozo. Il a cassé son lacet, Julien Mertine. Il est en train de prévenir le corps arbitral. C'est pas plus mal cette coupure parce qu'elle arrive au bon moment et que le public en plus va peut-être lui donner un supplément d'énergie. Incroyable la scène à laquelle on assiste.
Parce que là, ça va être très compliqué pour Julien si la chaussure n'est pas lacée. Et ben, du coup, c'est tout simplement l'entraîneur national Émeric Clos Qui va lui donner ses chaussures. qui va lui donner ses Ils lacets. sont lacés. Ouais. Parce que là, c'est des chaussures quand même spécifiques d'escrime que Julien Mertine a au pied. Et donc c'est un changement de lacet. J'ai rarement vu ça. Et ça, c'est juste pour la chaîne d'équipe. Hein. Voilà, on vous fait l'escrime. C'est une première. Pleine demi-finale du challenge international. Il s'excuse. Bon, bah non, il va changer la chaussure carrément. Il change. Il faut que ce soit la bonne pointure. Bah, je crois qu'ils font la même taille, a priori. Deux chaussures différentes, quand même. C'est surpris. C'est pas les. En tout cas, En idéal. fait, c'est le même modèle de chaussures d'escrime, c'est pas la même couleur, mais en tout cas, c'est le même modèle. Ouais. Et il est en train de lui dire je peux Non, ça pas, va pas le c'est trop faire. petit. Non, il lui dit ça peut pas le faire, ça. Donc il va falloir chercher autre chose. Il en a pas d'autre ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un peut dépanner Julien Mertine ou il va finir en chaussettes? C'est improbable ce qui se C'est passe. là. incroyable. Même du côté du staff, on ne comprend pas comment on peut sortir de cette situation. Bon, bah il y a un autre entraîneur national, Jean-Yves Alors, Robin, qui on va arrive avec essayer une paire de quelque chose. pompes. Voilà. Hein, celle-là, elle a de la bonne couleur. Est-ce qu'elle sera à la bonne taille? Et ça sera de toute façon compliqué. Il va avoir deux chaussures différentes. Là, je pense que c'est bon. Julien, il a dit Ouais, c'est la bonne taille. Allez, Oui, c'est mais parti. alors, ça va être quand même. C'est le même modèle. obligatoirement handicapé. Handicapant pour lui, ça va être handicapant, c'est sûr. En tout cas, c'est le même modèle, la même couleur. On est Ouais. bon là. Le sponsor sera content. Bon, retour à cette demi-finale entre Daniele Garozzo, le champion olympique, champion d'Europe, troisième au championnat du monde en 2017. Star évidemment du fleuret en ce moment. Garozzo mène 8-5, il a 3 touches d'avance sur Julien Mertine. Il a vraiment enchaîné là, les 3 dernières touches, elles ont été très rapides, trop rapides. Alors cette pause va-t-elle rebattre les cartes? Ouais, Oui. Ouais, ça paye ce coup du changement de lacet. Quelle stratégie de coquin. Allez, la riposte là, Julien, ça Et touche. c'est Julien qui touche en premier. Oh là là, 8-7, il revient 8-7 déjà. Et lui aussi, il est capable d'enchaîner les touches. Allez, sois décideur, Julien. C'est bien. Oui, monsieur. Oh, oh. Il est en train d'accrocher Garozzo pour l'instant. Et rien que ça, rien que pour ça, il fallait regarder la chaîne d'équipe. Allez, Parce ça- que. Et c'est la- qui a touché en premier? Ah, ça demande la vidéo. Ouais, Non. ça va jouer sur la vidéo là, c'est sûr, parce que l'Italien. Ah non, l'Italien marque. Ouais, Julien la demande pas. Il s'est retourné. Émeric Clos, l'entraîneur national, lui dit non, bouge pas. A priori, il est parti en premier. Ça lui faire plaisir. Et de toute façon, Garozzo, là, il s'est retourné dans son camp. Il lui a dit maintenant, tu avances sur lui, rouleau compresseur. Donc c'est parti. Ouais, c'est Attention. dur. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il avance cet Italien. Aïe, aïe. Ouais, c'est vraiment très fort. Il est paré, il fait une remise. Il est sur la. Julien, on il est rappelle, sur la cible. voilà, ne doit pas sortir de cette zone là que vous avez vu où il avait encore un bout d'orteil. Allez, il faut essayer d'avancer sur l'Italien. Alors, l'arbitre va directement à la vidéo, mais pour moi, c'est l'attaque de l'Italien. C'est Garozzo qui Aïe, aïe, part aïe. en premier, il avance, ok, il fait des mouvements de main, mais il continue son action. Bon, Brice, il faut refaire quelque chose, il faut recasser un lacet, il faut refaire le coup de la chaussure qui avait bien marché tout à l'heure. Hein, parce que... Coup de la lentille, hein, sinon, mais ça a commencé à faire beaucoup. Ouais, c'est jugé différemment. En fait, l'arbitre pénalise l'Italien qui, dans son action offensive, bouge beaucoup la main. Il estime que c'est pas une attaque. Oh, allez, c'est tous partout. voilà, mais c'est ça qu'on veut voir, Julien Mertine. On veut de l'escrime et du fleuret en rupture. Il faut qu'il se passe des choses, il faut lui rentrer dedans, il faut le perturber. Et là, il y a le clan italien qui dit direct à Garozzo, arrête de te laisser faire, vas-y, préallez, Avance, tu y vas, tu y vas. Oui, mais là, en face de lui, il a un garçon qui est survolté, déchaîné, poussé par le public de Coubertin après une journée complètement... Voilà. Il est en train de réaliser un coup énorme. 11-10. Oh, Julien Mertine. Allez, te laisse pas faire, Julien, c'est fini, on recule plus là. On refuse ça, on se bloque, on attaque. Demi-finale du challenge international. Il n'espérait Allez. déjà pas être en demi-finale.
Il est face au champion olympique, face à Garozzo. Julien, il a tenté un truc qu'il fait jamais. Et c'est un tireur de pointe. Il a tenté un coup lancé C'est dans le dos. C'est bien qu'il tente. En tout cas, vous l'aviez dit, Brice, il fallait qu'il bouscule tout. Et il est en train de le faire quand même. Je m'attendais pas à ce que Julien accroche Garozzo comme ça. C'est déjà une très bonne nouvelle. Alors que va dire l'arbitre? Évidemment, moi j'ai toujours envie de le donner aux Français parce que je regarde un peu trop du côté français. En fait, c'est l'attaque de Julien, la première qui touche pas. Et du coup, l'Italien a le droit à sa riposte de fait. Et il va valider le point italien. Ouais. Sur du 12 à 11. Du coup, 11 partout. A priori, il y avait 11-10 pour Julien Mertine. Oh, quelle demi-finale en tout cas. Ah, c'est dommage. C'est dommage. C'est Julien qui rate. C'est étouffant. Brice, on est à 3 touches, 4 touches de la fin là. C'est le money time, comme l'on dit là, Brice. Vous le savez, c'est les moments importants, là, les moments décisifs. Comment gérer ce moment-là? Parce que j'ai peur que Garozzo là veuille aller très vite. C'est vraiment concentration ultime, lucidité. On prend ses décisions avant de se mettre en garde. On a une première idée de ce qu'on veut faire. Et puis après, on laissera les réflexes et les sensations faire. Voilà, l'attaque offerte du Français. Si, monsieur Garozzo, pour moi, c'est Julien Mertine qui tape le fer avant d'attaquer et qui prend la priorité. Si le réalisateur pouvait nous montrer Garozzo en colère en plus. On est en train d'avoir un Garozzo qui commence à s'agacer, troublé, gêné par ce Français. Ils se sont croisés en individuel, mais vous me disiez une seule fois il y a longtemps, Brice, hein, c'est ça. Et puis ça avait fait mal pour Julien, hein, 15-4, mais bon, c'était il y a 5 ans, mais 15-4 à l'époque, ouais. Non, mais c'est pour dire l'écart qu'il y avait normalement sur le papier entre les deux hommes. Et là, on est à 12 partout. C'est énorme hein, ce qu'est en train de faire Julien Mertine. Parce que je peux vous assurer que sur le papier, il y a un peu d'incompatibilité entre les deux escrimes. C'est très dur pour Julien. Il va prendre un carton, Julien. Oh là là, quelle riposte de l'Italien. J'ai cru qu'il allait pouvoir le faire. Il a été très fort, Garozzo. Il a attendu. Regardez, il y a Julien qui vient se coller au corps à corps. Et Garozzo, il prend son temps. Il attend pour placer sa riposte le bon moment. Quel sang-froid de la part de l'Italien. Ne pas laisser l'Italien obtenir la balle de match, quasiment. Allez. On retient notre souffle. La fatigue, le parcours, tout. Ne pas avoir de regrets ce soir. Allez, c'est à toi maintenant, Julien. Repars doucement. C'est bien, il est revenu, oui. Ça ne touche pas. Ça sera blanc. Mais c'est bien, parce qu'au moins, il a défendu. Il a réussi à défendre sur l'Italien. Il a réussi à défendre. Il ne faut pas qu'il ait de regrets. Être dans le match avec Garozzo, là. Et Garozzo qui physiquement... Garozzo qui a besoin de récupérer. Il a besoin de récupérer. Je pense petite crampe. La journée a été longue pour les deux garçons de toute façon. Et c'est bon ça, à chaque fois, chaque arrêt, ça permet à Julien de se nourrir des applaudissements, des encouragements de Coubertin. Oh là là. Non, c'est paré. Malheureusement, c'est paré. C'est paré par l'Italien. Ça, c'est pas joué à grand chose. Mais on voit l'attaque de Julien et là, la parade de l'Italien qui a le droit ensuite à sa riposte. Mais quoi, il n'est pas à la bavette là, Julien, sur le coup. Et juste avant, il y a le contact de fer. Attention, 14-12. Oh là là. Attention là. Les crampes côté. On rappelle que c'est en 15. C'est en 15. La crampe pour Daniele Garozzo. Il est à une touche de la finale. Garozzo, ça nous donnerait une finale 100% italienne. Garozzo, crampe, qui se fait siffler évidemment par le public français plus que chauvin. Et Julien Mertine. Est-ce qu'il va aller chercher Garozzo? Comment utiliser cette crampe? Il faut essayer de bouger peut-être son adversaire au maximum. Surtout. Allez, il faut y aller, Julien. Là, il est cuit. Garozzo, il ne peut plus avancer. Ça lui fait mal. Allez, il faut en profiter. Allez, tout de suite. Au préalé, tu sais, tu y vas. Oh non! Non, c'est pas vrai. Daniele Garozzo qui se qualifie pour la finale. Et Julien Mertine qui va devoir s'arrêter ici en demi-finale. Oh, bravo à Julien Mertine. Bravo pour l'émotion partagée. Bravo pour son parcours au cours de la journée. J'espère qu'il n'aura pas trop de regrets parce qu'il était si proche d'un exploit phénoménal. Eh bien, ça s'est joué à rien. 2 touches d'avance pour Garozzo qui retrouvera donc un autre Italien en finale, Alessio Focconi.
Mais Brice, quel coup de chapeau on peut tirer à ce garçon Julien Mertine qui est, regardez là, semble avoir quelques petits regrets. Alors il y a eu cette chaussure aussi, peut-être que ça l'a gêné, je ne sais pas. Il nous aura réalisé comme une sacrée demi-finale. Je suis déçu pour lui, il avait vraiment les moyens là. Vraiment les moyens de venir créer l'exploit face aux champions olympiques en titre. Ça se joue à quoi? Là on revoit les images. Mais ça se joue à 14-13. Il prend la décision d'aller vers l'avant et son bras part pas. Il hésite à allonger son bras. Ça part juste un petit moment d'hésitation. On ne croit pas assez en ce qu'on fait, en ses chances. C'est voilà, c'est dommage parce que c'est quoi? C'est l'ogre Garozo? C'est l'idée d'aller en finale d'après vous? Non, même pas. Je pense que Julien il voit pas ça. C'est en face. Il y a au moment où Julien avance, un petit geste de Garozo qui fait qu'on hésite à déclencher son attaque et ça fait la différence. On va la revoir d'ailleurs, cette touche dont vous nous parlez. Et on va avoir Julien Mertine avec nous en interview dans quelques instants. Vous allez l'entendre juste avant de vivre la finale. Brice, je vais vous envoyer aller essayer si Julien veut bien, mais je crois qu'il s'est engagé auprès de vous de répondre à nos questions. Je vais le récupérer dans les vestiaires. Donc vous allez me le chercher dans les vestiaires. Il va nous faire partager peut-être cette sensation. En tout cas, il nous a fait vibrer et on va le remercier. On fait une petite pause et puis on entend Julien Mertine qui va nous donner son analyse sur cette demi-finale perdue face au champion olympique Daniele Garozo. Garozo, on le retrouve lui en finale dans un instant sur la chaîne Équipe. Challenge international d'escrime depuis Paris-Coubertin où nous avons vécu une énorme émotion tout à l'heure avec la demi-finale de notre Français Julien Mertine qui malheureusement s'est incliné face à Daniele Garozo, le champion olympique qui vient de le battre. Nous aurons donc dans un instant une finale entre Alessio Focconi et Daniele Garozo, un Garozo que l'on a vu un petit peu fatigué. Coubertin dans le noir avant la grande finale. On va retrouver Brice Guyard comme promis et on salue vraiment Julien Mertine qui a accepté de répondre à nos questions. Brice et Julien, on les retrouve tous les deux sur le bord de piste pour analyser ce qui s'est passé dans cette demi-finale dantesque. Et oui, je suis en présence de Julien Mertine ici qui s'est arrêté en demi-finale de ce challenge international de Paris. Alors Julien, explique-nous, dans les vestiaires juste avant je suis passé, tu m'as dit je préférais Thierry Imboden, Garozo ça va être chaud. Oui, ces adversaires on se connaît, ça fait 10 ans que je suis dans le haut niveau senior on va dire, donc on se connaît pas par cœur mais on connaît très bien nos jeux. Moi je connais les leurs mais ils connaissent les miens aussi, donc après on a toujours des préférences en fonction droitier, gaucher, plus attaquant, plus défenseur. Donc Garozo, je sais qu'il a une pointe, une main très extérieure pour rentrer après, ça m'embête un peu, donc il a fallu que je m'impose au préalé en fait. Ça t'a gêné du coup le pressing, on l'a senti quand l'Italien prend l'ascendant, il te pousse en bout de piste, on sent que c'est dur à gérer. Ouais, au début j'ai eu un peu de mal à m'adapter, même si je sais qu'il fait ça, mais il le fait très bien, il est champion olympique j'ai envie de dire. Mais j'ai réussi à m'adapter aussi, à m'accrocher, et ça se finit à rien du tout, donc je fais une belle 3e place, mais j'ai quand même pas mal de frustration parce que j'avais espoir aujourd'hui d'aller plus loin. Je me sens bien, je suis bien physiquement, j'avais pas fatigué, mon escrime est bonne. Donc, En tout cas, tu as plein de clés pour la prochaine fois pour le battre, tu as trouvé plein de trucs aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait alors? C'est la première fois ici à Coubertin avec tout ce public. Ouais. Ça fait quoi? C'est impressionnant, on se rend pas compte, je le conseille à tout le monde. J'ai toute ma famille qui est là, ma petite fille, ma femme, mes parents, c'est fou, c'est un rêve d'enfant. Bon, bravo Julien et merci pour ta dispo. Voilà, sympathique Julien Mertine de l'avoir entendu avec Brice Guyard, notre consultant qui a vécu un rêve, mais le rêve a failli devenir réalité. Il n'y a pas eu grand chose entre les deux hommes, entre Garozo et Mertine. Malheureusement c'est Garozo à l'expérience, à l'italienne qui s'est imposée et du coup nous allons avoir une finale 100% italienne. Voici le parcours et les tableaux finales. Alors vous le voyez, il y a eu hécatombe de Français notamment au début. On avait Erwan Auclin qui était encore là et Jérémy Cadeau également avec Julien Mertine. Voilà, c'était les 3 rescapés en 8e de finale. Il n'en restait plus qu'un dès les quarts de finale. Julien Mertine qui est allé jusqu'en demi. Et en quart de finale on avait déjà 3 Italiens qui étaient présents. Hécatombe également parmi les favoris avec Timur Safin, le russe numéro 1 mondial qui est tombé en quart de finale, comme Richard Cruz, le britannique de 34 ans également qui est tombé lourdement face à Alessio Focconi. Focconi qui a déjà
était face à un Italien en demi-finale. Focconi a battu Giorgio Avola, on l'a vu tout à l'heure en demi-finale, mais maintenant on va avoir droit à un superbe duel entre Focconi et Garozzo. Garozzo c'est numéro 4 mondial, Focconi numéro 5 mondial. Alors Garozzo évidemment le numéro 1 dans la hiérarchie italienne avec son titre de champion olympique, son titre de champion d'Europe. Mais Focconi se sent bien. Il a réalisé des performances aux Jeux européens de Bakou et depuis il est à la recherche, on le disait, d'une place, d'une victoire, on va dire référence dans un grand championnat ou parce que ça s'apparente quasiment à un grand championnat, ce challenge international de Paris étant l'épreuve reine de la Coupe du Monde de fleuret. Brice Guyard, est-ce que ça vaut un titre de champion d'Europe de gagner à Coubertin aujourd'hui? En tout cas, ça vaut d'avoir son portrait affiché à Coubertin tout en haut. Et ça, c'est toujours une forme de reconnaissance. Quand on arrive dans une compétition et qu'on a son portrait en haut qui trône, ça fait toujours plaisir. En fait, même si ça reste pas forcément inscrit dans le palmarès et dans l'histoire, moi, ma victoire ici, je m'en souviendrai toute ma vie en 2002. Et voilà, de se sentir soutenu par le public français, les amis, c'est une chance incroyable. Donc voilà, après, finale 100% italienne. Alors que juste pour les images, on aperçoit Isabelle Lamour, la présidente de la Fédération française d'escrime, qui est en train de féliciter tout le monde, l'équipe de France et les organisateurs. On rappelle aussi, si demain vous voulez voir de l'escrime, venez à Coubertin. Il y aura également le challenge international cette fois par équipe avec de grandes chances pour notre équipe de France et beaucoup de vibrations bien sûr attendues. Et là, Isabelle Lamour, présidente de la Fédération française d'escrime, qui récompense les médaillés dans les autres disciplines, à l'épée, au sabre. Et on a aussi nos fleurettistes, ceux qui ont été médaillés en 2017 au championnat du monde. Ah oui. Voilà, donc c'est une manière aussi de leur montrer, apporter une reconnaissance devant le public de Coubertin. Ils sont restés du coup alors. Moi je croyais qu'ils étaient partis un peu vexés, mais ils sont encore là alors. Il y a juste Erwan Lepéchou qui est parti pour se reposer parce qu'il va tirer demain par équipe. Donc Erwan se repose, mais voilà, ça c'est tout, c'est le haut niveau de l'escrime française. Certains, vous avez pu les apercevoir aux Jeux Olympiques à Rio en 2016. Et je peux vous dire que parmi tous ces jeunes gens, vous les verrez évidemment dans les années à venir et aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Voilà pour le protocole avant le grand show, la grande finale de ce challenge international de Paris, suivi un petit peu partout, parce qu'on l'a dit, il y a 47 nations qui étaient présentes au départ dans cette compétition. 47 nations, il n'y en a plus qu'une présente pour la finale puisque on a deux Italiens qui se retrouvent en fleuret. On le sait, les Italiens rayonnent. Mais enfin, il y avait du beau monde et on l'a dit, il y a des cadors qui sont passés à la trappe, notamment Timur Safin ou Alexandre Massiareas qui lui avait remporté l'an dernier. Reste Imbonen également qui a remporté à 2 reprises ici le challenge international de Paris. Il est battu par un des Italiens. On raccompagne tout le monde. Alors évidemment, il y aura certainement un petit peu moins d'ambiance maintenant que Julien Mertin est sorti. Je ne sais pas si le public va soutenir Daniele Garozzo ou au contraire prendre parti pour Alessio Focconi. Ils vont peut-être soutenir Focconi. Oui, justement. Je connais un peu Coubertin et en général. Généralement, celui qui a sorti le français, il n'est pas bien accueilli. Il faut respecter là les 10 minutes de pause pour Garozzo et ça va très vite reprendre. Je suis curieux de voir comment Garozzo s'y prend sur les Italiens. Est-ce qu'il impose aussi son rythme vers l'avant? C'est vraiment usant. Je peux vous dire, quand vous êtes en face d'un tireur comme ça, il y a 0 seconde pour se reposer et c'est surtout mental d'avoir quelqu'un en face toujours là, prêt à vous toucher sur la cible.
c'est usant. Alors Brice, 10 minutes seulement pour Garozzo qui avait des crampes tout à l'heure. 10 minutes seulement de récupération. Ici, vous avez Alessio Focconi, 28 ans. On l'a dit, son seul gros résultat, même si évidemment il a eu beaucoup de places d'honneur, mais sa victoire à Bakou en 2015 aux Jeux européens, il est à la recherche d'une grande victoire. C'est peut-être pour lui aujourd'hui, mais face à lui, un autre Italien. Et pour Focconi, je ne sais pas si c'est un problème. Tout à l'heure, il a battu un Italien déjà en demi-finale. Daniele Garozzo, les deux hommes se connaissent bien. Le numéro 4 face au numéro 5 mondial. Mais Garozzo, lui, il est à l'habitude des finales. Il a été champion d'Europe dernièrement. Il est champion olympique en titre. Il connaît ses grands rendez-vous. Et même s'il a eu quelques crampes, est-ce que c'est l'expérience ou le physique qui va primer dans une finale? La réponse dans quelques instants. Allez, je vais chercher un peu leur confrontation. Ah oui, mais ils doivent également se tirer régulièrement, j'imagine, dans les championnats domestiques aussi. Alors Garozzo est numéro 1 italien. Focconi, c'est pas les mêmes gabarits, enfin pas tout, mais en tout cas c'est la même taille entre les deux hommes. Et en décembre 2017, il y a eu une rencontre de toute façon entre les deux, et c'est Focconi qui l'a emporté 15-10 face à Garozzo, et ça date d'il y a un mois. Ah ouais. Donc Garozzo sait que Focconi peut le battre. Ça, c'est un élément à prendre en compte, évidemment. Voici le parcours des deux hommes, on l'a dit, avec Focconi qui a sorti Richard Cruz, notamment Adam Macchio et surtout un autre Italien en demi-finale, Giorgio Avola. Et puis du côté de Daniele Garozzo, on vient de le voir il y a quelques instants, il a battu Julien Mertin lors de cette demi-finale. Mais il a eu aussi un gros parcours avec Racing Boden, gros client, dans un superbe quart de finale. Il a sorti un Italien, Guillaume Bianchi, également, et un autre Français. Et on peut noter aussi le beau parcours de Erwan Auclin qui s'est incliné face à Focconi en huitième de finale, mais ça fait partie, Erwan Auclin aussi, des espoirs français, des jeunes Français à 21-22 ans. On le retrouvera, je suis sûr, dans les prochaines éditions ici à Coubertin et plutôt sur les phases finales. Alors Focconi, il a 28 ans, Garozzo, il a seulement 25 ans. Déjà un énorme palmarès, on l'a dit, champion olympique à l'âge de 23 ans. Daniele Garozzo, son nom respecté déjà dans le fleuret à 25 ans. Et on devrait l'entendre à un moment. Mais c'est Focconi qui va ouvrir le score 1-0. Allez, ça commence par une parade riposte de l'Italien Alessio Focconi sur une attaque de Garozzo. Ouais, c'est en surface non valable. On rappelle la surface valable, c'est le tronc, c'est matérialisé par la surface un petit peu grise métallisée que vous voyez sur les tireurs. Et quand ça arrive en surface valable, ça allume une lampe de couleur. Italien, on l'a dit, avec des gardes assez hautes. Garozzo qui a peut-être plus de mal à imposer son rythme. En tout cas, c'est pas du tout ce que l'on avait vu face à Mertin pour l'instant. Et Focconi qui prend l'avantage. 2-0. Et Garozzo qui a plutôt décidé de défendre. On ne voit pas mettre la même pression que sur Julien Mertin. Et là, dommage, manque de précision pour Garozzo qui finit en surface non valable dans le bras armé. Pas de touche. Alors, vous pouvez continuer à commenter l'escrime avec le hashtag l'équipe escrime, bien sûr, sur la chaîne d'équipe. Vous exprimez. Et on nous pose la question, Brice, de savoir si les masques ne gênent pas, justement, pour voir. Absolument pas. C'est vrai que la première fois qu'on met un masque, on est un petit peu déstabilisé, mais finalement le fait que le grillage métallisé soit proche du regard, en fait, ça ne gêne absolument pas. Et au contraire, il faut être plutôt dans le noir, en intérieur, avec une lumière qui éclaire la piste pour bien voir. Mettre un masque dehors avec la lumière du soleil, là, c'est très perturbant. D'accord. Donc, non, il n'y a aucune gêne par rapport à ça, et c'est bien de se sentir protégé avec un grillage en métal. Oui.
Ça, je veux bien vous croire. Plus qu'avec, à l'époque, on tentait les masques en plexi, mais en plexiglas, mais on les a arrêtés. Parce qu'avec les impacts de pointe que ça générait, ça laissait des traces et ça pouvait... voilà, déjà, les traces faisaient qu'on voyait moins bien et puis ça fragilisait le matériel. Donc, quelquefois, il faut rester avec le matériel qui va bien et puis autoriser les tireurs à enlever leur masque de temps en temps pour voir les visages, les expressions. Allez, ça, c'est bien. Ça, on l'a vu. Et on a vu tout à l'heure Garozzo grimacer quelques reprises. Garozzo, justement, il... va contester visiblement la décision là. Vous le voyez retirer son masque. Bah, c'est surtout qu'il est déçu de ne pas toucher. C'est lui qui fait l'effort. C'est lui qui déclenche l'attaque. Et regardez, en fait, c'est venu rebondir sur la cuirasse de Focconi. Ça ne touche pas. Il pensait avoir allumé. Et du coup, il va changer de fleuret. Petit problème de fleuret. On a eu le problème de lacet tout à l'heure. Avec cette scène assez étrange. Julien Martin. Connecter le fleuret évidemment pour avoir les zones de touche. On va faire un petit test là avec Garozzo qui en profite peut-être pour faire un petit temps mort. Tout fonctionne bien, c'est bon, on peut y aller. Focconi mène 4-1 face au champion olympique et peut-être Focconi en route vers un premier grand titre. Ouais, Focconi là qui a pris, vous allez voir l'attaque de Garozzo qui arrive juste dans la bavette. Heureusement qu'il y a la bavette à cet endroit là, mais c'est quand même venu percuter un petit peu avec la pointe, c'est rentré un peu, ça gêne, ça va aller, on est bien protégé. Alors c'était pas tant parce que Garozzo il est dans son match, il ne va même pas aux nouvelles, il reste concentré dans son coin. Entre les deux hommes pour l'instant il n'y a pas eu d'échange de regards, de complicité, et même s'ils sont tous les deux italiens, là pour l'instant ils sont adversaires et vous l'avez dit Brice, on est sur un sport de combat, Focconi prend l'avantage, c'est du combat. Il y a un impact psychologique aussi à prendre sur son adversaire et là il n'y a plus de copains. Ah, Focconi il est au-dessus, hein. Il domine bien les échanges. Comment expliquer que Garozzo subisse comme ça? C'est vrai que c'est terrible, mais Focconi il est au-dessus, il défend très bien. Et là il rate son attaque. Pour Daniele Garozzo qui revient un petit peu. Il est cuit, Garozzo. C'est physique pour vous. Il est très cuit là. Là, et je le vois à chaque fois, il se plie en deux. Vous l'avez dit, il a un début de saison amputé. Il manque aussi peut-être de préparation physique. Allez, attaque simple là de Focconi. Ça va vite, hein. Focconi expéditif pour l'instant. 7-3. On s'attendait à un duel serré entre les deux Italiens. Allez, c'est bien là ce qu'a fait Garozzo. Ce serait bien qu'il emballe un petit peu cette finale. Ouais. Cette finale avec un peu de spectacle. En tout cas, c'est une belle touche portée dans le dos. On se sert de la flexibilité de la lame pour lancer un fouetté. On a eu un tel spectacle tout à l'heure en demi-finale avec Julien Mertin. Si c'était pour nous sortir Mertin et exploser en finale, Garozzo aurait mieux fait de laisser la place à Mertin. Elle fait mal cette touche, c'est une touche d'école là. Coup droit, en plein dans le sternum. Ça fait mal au moral, attention la riposte. Oh là, par contre c'était très spectaculaire entre les deux garçons et vous avez vu l'explosivité de Focconi. Et c'est pas touché. Grosse différence de fraîcheur entre les deux. Oui, ça c'est sûr. Je crois que Garozzo vraiment il a envie que ça s'achève. Alors Focconi, j'ai l'impression que ça lui donne encore un peu plus d'aile et il saute dans tous les sens, très explosif. Alors, on parlera d'ailleurs de fraîcheur, d'armes également, mais cette fois à feu, puisqu'on va retrouver les fusils du biathlon dans quelques minutes. Le sprint homme. Pas raté, le biathlon c'est évidemment sur la chaîne de l'équipe à Antols en Italie justement. Décidément on ne se dépêtre pas de ces Italiens. Le biathlon c'est juste après l'escrime et le trophée Andros ce soir avec Serge Chevalier 20h45. Toute l'équipe du trophée Andros en direct sur la chaîne d'équipe, comme nous précise Laurent Humbert, il a bien raison. Rien de mieux que le direct évidemment. Et on essaye sur la chaîne d'équipe au maximum d'être sur tous les événements qu'on vous propose tous les week-ends sur des directs.
pour vivre les émotions avec vous. On a vibré tout à l'heure avec Julien Mertine pour l'escrime et on aurait tellement aimé là, le voir ici pour la finale. C'est passé tout près d'un rêve. Et Garozzo qui, malgré la fatigue, malgré le fait qu'il semble blessé, courbaturé, crampé, eh bien, n'a que 3 touches de retard dans cette finale. Dommage. Il avait pris l'ascendant là en effectuant une parade circulaire, vous allez voir. À gauche, parade. Et ensuite, il a envoyé sa riposte, mais touche non valable. Ah, le point ira à Fauconi. Et pas de coaching des deux côtés. On laisse les tireurs se débrouiller d'une même nation. Encore une fois, il prend un coup droit en milieu de piste. C'est vraiment des touches qui font mal au moral, mais mal au moral. C'est la touche élémentaire en escrime. Là, on rappelle que Daniele Garozzo n'a jamais gagné ici. J'imagine que, vu son palmarès, c'est un des objectifs de sa carrière. Il a encore le temps, Daniele Garozzo, hein, le champion olympique a seulement 25 ans aujourd'hui. Donc il a encore le temps de venir gagner à Coubertin. Et en allant en finale, il avait quand même une belle occasion de le faire dès l'année 2018. Et là, il est en train de laisser échapper cette occasion et de laisser peut-être Fauconi aller chercher enfin une victoire, une grande victoire dans sa carrière. Pour l'instant, domination d'Alessio Fauconi. À chaque touche, Garozzo, il remet ses chaussettes, il respire, il récupère. Ça doit être très dur. Et en plus, je pense qu'il n'a pas énormément de solutions. On voit Fauconi depuis tout à l'heure qui est très précis, qui enchaîne. Voilà, il défend bien, il recule. Il va se repositionner pour dérouler son attaque. Il va très vite, hein, Fauconi, sur les appuis. Regardez, comme il a reculé rapidement. Il recule, il avance. Garozzo beaucoup plus statique, mais cette fois, Garozzo marque des points. Et encore une fois, il enlève le masque. Alors qu'on revoit là la belle touche pour Daniele Garozzo. Garozzo pour revenir peut-être dans cette finale, alors que déjà Fauconi est à 4 touches de la victoire. On rappelle quand même que nous aurons un Français sur le podium. Martin, 3e. Allez, il revient. Une petite touche par-ci par-là pour Garozzo et sur un malentendu. Pourquoi pas? Attention, on l'a dit, il y a un paramètre à prendre en compte, c'est que Fauconi sait qu'aujourd'hui ça peut être une grande victoire pour lui, mais il n'est pas habitué comme Garozzo à ces grandes victoires et peut-être que peut être pris par entre guillemets la peur de gagner, comme on dit, en tout cas l'émotion de cette victoire qui lui tend les bras en ce moment. Savoir qu'on est prêt de gagner, ce n'est pas encore gagné. Il faut arriver à 15 touches. Et regardez Garozzo qui laisse traîner encore. Qui va se faire rappeler à l'ordre par le corps arbitral parce qu'il perd trop de temps à chaque fois en remontant ses chaussettes, en soufflant. Et il essaye de perturber par tous les moyens. Et on est à 30 secondes à la fin de la première manche. Allez, là, il s'est touché encore pour Fauconi qui reprend un peu la main. C'est l'attaque de Garozzo qui est non valable. On a vu la prise de fer là, de l'Italien à gauche et donc il avait le droit de finir son action. Il l'a fini mais en surface non valable. L'attaque là de Fauconi qui n'est pas d'accord. Garozzo n'est pas d'accord, mais il a demandé, du coup il fait appel à la vidéo. Alors, vous allez nous dire, vous Brice, ce que vous en pensez justement. Je pense que Garozzo il a réclamé en fait, et ça je l'avais pas vu à vitesse réelle, il réclame un petit contact de fer. Il est venu taper la lame de l'adversaire avant que les actions se lancent. Donc ça on l'a vu juste avant. Je suis pas sûr que ça suffise. Non. Donc confirmé par l'arbitre central qui dit non, pas de contact de fer, tu n'as pas pris la priorité, Daniele Garozzo. Donc c'est l'attaque de Fauconi qui touche. Fauconi est à 3 touches d'une victoire, à 2 touches maintenant d'une victoire phénoménale pour lui. 5 touches d'écart entre les deux hommes. Garozzo, le champion olympique, qui souffre et qui explose même totalement. Fauconi en attaque riposte.
Il domine pour l'instant, il domine. Et il va peut-être conclure la réaction du champion Garroso. C'était paré par Focconi, il avait le droit à sa riposte, c'est non valable. C'est l'homme en forme, Focconi, c'est l'homme en forme qui va gagner. Est-ce que c'est gagné? Il va y avoir un petit moment de flottement malheureusement. Cette dernière touche, on va devoir la décider à la vidéo. C'est toujours un peu frustrant qu'une victoire se joue à la vidéo. Ouais, Focconi qui réclame là encore une prise de fer de son côté. Il estime avoir tapé la lame de l'adversaire, avoir pris la priorité et avoir le droit de riposter. Ça sera pas bon, je lui dis l'arbitre, et il va falloir encore attendre. Garroso est encore en train de chercher de l'oxygène lui. 14-9. Une touche. Victoire pour Focconi. Oui, Garroso qui revient. On l'a dit, Brice, la dernière touche c'est toujours la plus difficile. Et alors Focconi, il avait de la marge, largement. Tactiquement, il faut qu'il tienne jusqu'à la pause là. Garroso, il faudrait qu'il en remette une petite là sur un malentendu. Il reste 14 secondes et après il va pouvoir souffler en effet s'il arrive à... D'ailleurs c'est ce qui joue un peu. Et non, c'est pas une zone valable. Il reste 10 secondes, mais en 10 secondes il peut se passer beaucoup de choses en escrime. Ça peut être amusant là. Non, c'est l'attaque. C'est l'attaque. C'est l'attaque de Garroso. C'est lui qui part en premier vers l'avant. Il conclut, non valable, pas de touche. 8 secondes. Allez, une petite de Garroso. Et ensuite une petite pause. Vous êtes joueur, Brice. Bah oui, je me dis que il peut quand même lui faire à la retourne. Et j'aime bien ces situations. Ah, s'il le fait, là c'est... Et voilà, on y arrive à la fameuse pause qu'il est allé chercher. Garroso, il a encore 4 touches de retard tout de même. Mais Focconi se met peut-être un petit peu le doute. Alors récupération pour les deux hommes. Vous voyez évidemment ici Daniele Garroso qui est allé immédiatement s'asseoir, qui a besoin de récupérer. Tout à l'heure on l'avait vu cramper, là il est bouche ouverte. Et puis un coup il va récupérer. De l'autre côté Focconi, alors peut-être un intox, lui ne s'assoit à peine. Vous voyez la différence d'attitude, vous la verrez peut-être. On voit un Focconi qui est encore un peu debout, qui se met la tête sous la serviette, mais c'est incroyable. On voit un Garroso qui est au bout du bout, qui s'assoit, qui est à la limite de s'allonger, et un Focconi qui est encore en pleine forme mais qui n'arrive pas à conclure cette finale. Ouais, je pense que là à la reprise, Focconi il va déclencher une action assez forte. Il va s'imposer direct. Alors les coachs ne parlent pas là. Non, en fait, alors avant les Italiens conservaient quand même leur coach perso, et je pense que ça a changé depuis quand il y a les rencontres fratricides. On décide de les laisser seuls et de pas. C'est parce que ce sont deux Italiens. Ouais, tout à fait. Des coachs. Et c'est la même chose du côté des Français. On les laisse se débrouiller. J'ai hâte de voir un peu l'attitude des deux garçons à la fin, mais j'ai pas l'impression que ça soit non plus la grande amitié entre les deux hommes. C'est touche Garroso, ça y est. Eh oui, vous l'aviez dit, Focconi quand même, il est allé conclure ce match, et il est allé chercher la victoire finale. Oui, il tient une grande victoire, une victoire en Coupe du Monde, dans l'épreuve la plus prestigieuse de la Coupe du Monde. Il vient de remporter le Challenge international de Paris, et maintenant, rien ne sera plus comme avant pour Alessio Focconi après cette victoire face à en plus Daniele Garroso. Et il reprend la main, et il le sait. C'est important. À 28 ans, il réalise un bel exploit et même pourrait devenir, pourquoi pas, le numéro 1 italien. En tout cas, c'est l'homme vraiment à suivre pendant ces 2 années jusqu'au JO de Tokyo en 2020. C'est l'homme en forme. Là, il est sur tous les podiums à chaque fois. Il enchaîne. Une belle victoire ici à Paris. Et bon, c'est normal. C'est l'homme en forme. Garroso, attention, parce que Garroso, quand il va revenir bien entraîné, ce sera aussi un sérieux client, mais je ne serais pas étonné que ces deux hommes s'affrontent en finale de championnat du monde aux Jeux Olympiques. Voici donc, alors qu'on revoit au ralenti
La dernière touche de Fauconnier qui lui offre le titre. Il aura le droit, comme vous le disiez, Brice Guyard, à avoir son portrait en grand ici à Coubertin, dans un des lieux mythiques pour le Challenge international de Paris en fleuret. C'est l'épreuve reine, c'est l'épreuve qui vous marque. Et quand vous la gagnez dans votre carrière, eh bien, évidemment, vous avez le respect de tous les fleurettistes. Fauconnier, champion. Garozo se contentera de la 2e place. Et on va quand même saluer Julien Mertine, notre Français, à la 3e place. Brice Guyard, conclusion, on s'est régalé. Ben on s'est régalé, j'ai envie de vous dire à très vite sur une piste. Venez essayer, venez tester l'escrime, venez transpirer, mettre un masque et défier des adversaires. Vous allez voir, c'est grisant. Voilà Messaoud, vous l'avez compris, vous n'avez plus qu'à enfiler un masque et on vous attend. Ah, je vous laisse faire ça, Benoît. Merci infiniment. C'était un grand plaisir de suivre ce Challenge international de Paris avec vous. Et on était très heureux de vous l'offrir en clair sur la chaîne L'Équipe. La suite des grands lives, dans quelques instants, on va revivre une très très belle journée de biathlon avec le sprint homme et la poursuite homme, le duel Martin Fourcade, Johannes Beu, si vous n'étiez pas avec nous en direct. Et puis, dans la foulée, on continue nos sports de glisse avec le Trophée Andros, la 5e étape. On sera à Serre Chevalier, 20h45 pour le Trophée Andros. On sera en direct avec France Piron, qui elle, en ce moment, elle est où, France, avec Nicolas Prost? Eh oui, salut Messaoud, on vous offre un beau week-end de glisse encore ce week-end. On est à Serre Chevalier pour la 5e étape du Trophée Andros. Ce soir, on est en direct à 20h45 et vous savez qu'on a l'habitude d'avoir des invités prestigieux, des sportifs, des artistes. Ce soir, vous reconnaissez à mes côtés Nicolas Prost, on a une invitée. C'est cette jeune femme, la toute nouvelle silhouette 4 roues motrices, 4 roues directrices, 100% électrique. Et on a le pilote qui a pu l'essayer avec nous, Nicolas Prost. Sensation à chaud, vous avez l'air d'un gamin émerveillé. C'est assez incroyable, honnêtement. C'est une sensation qui est très différente à décrire parce que sur un moteur thermique, on peut sentir de la puissance, des choses. Mais là, il y a un couple qui est juste impressionnant. Et une fois que ça se met en marche et que ça se met à accélérer, c'est juste, on a l'impression que ça va arriver 10 fois trop vite. Et oui, là, il y a pas mal, bien sûr, le châssis, c'est tout neuf et tout, donc c'est pas forcément adapté, mais la puissance et le couple du moteur, c'est vraiment juste une autre planète de ce qu'on connaît. Alors c'est peut-être l'avenir du Trophée Andros. En tout cas là aujourd'hui, ce week-end, elle est uniquement présentée, mais dès le week-end prochain à Lens-en-Vercors, elle sera en compétition. Et c'est monsieur qui aura la pression sur les épaules de devoir en être le pilote officiel. Il y a un peu de stress ou pas? Oui, il y a un peu de stress, non, parce qu'on sait que ça va être son premier week-end. Mais bon, si on peut lui faire un résultat dès le début, ce serait génial. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on sent que le potentiel, il est énorme. Et là, on sait qu'on joue même sur une équivalence, mais qu'elle aurait le potentiel d'aller encore plus vite. Donc, je pense que l'avenir électrique, en tout cas ici, il est clair et net. Voilà, mais ça, on voulait vous montrer en exclusivité le tout nouveau jouet du Trophée Andros. Et nous, on se retrouve ce soir à 20h45 pour les différentes finales. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup, France. On vous retrouve à 20h45 en direct, comme vous l'avez dit, pour cette 5e étape. Demain, un rendez-vous, grande soirée spéciale Lyon, Paris Saint-Germain. C'est le choc pour l'équipe du soir. 20h20 pour la prise d'antenne, le match façon l'équipe et le débrief dans l'équipe du soir, 2e partie. Neymar, c'est l'info qu'on peut vous donner, ne sera pas là demain. Il est forfait pour ce Lyon PSG. Dans un instant, le biathlon, donc le duel Martin Fourcade, Johannes Beu, qui nous alimente ce feuilleton absolument incroyable. On est à Antols pour la dernière étape de Coupe du Monde avant les Jeux Olympiques.